Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 133 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 juillet et nous démarrons cet enregistrement à 8h39 ce matin. Je voulais commencer ce bulletin en m'inclinant devant la mémoire de Jean Jaurès, grand homme politique français, grand intellectuel et probablement le dernier civil français, le dernier homme politique issu du monde civil qui a travaillé sur la problématique de la défense nationale, de l'armée et de la nation, et qui mérite encore aujourd'hui qu'on lise ses travaux sur cette question, et qui au 31 juillet 1914 a été lâchement assassiné alors qu'il tentait de tout faire pour éviter la catastrophe de la Grande Guerre. Voilà, donc comme c'est une personnalité chère à mon cœur, eh bien je voulais m'incliner devant sa mémoire avant de démarrer ce bulletin. Alors au programme aujourd'hui, j'ai envie de dire comme d'habitude, les deux grands dossiers du Proche-Orient et de l'Ukraine. Alors on va commencer par ce qui se passe au Proche-Orient avec le glissement, le basculement du narratif autour de ce qui se passe à Gaza, puisque depuis notre dernier bulletin, on a vu des ONG israéliennes affirmer haut et fort devant les caméras de télévision du monde entier que se déroulait un génocide à Gaza, selon leurs mots, hein, c'est pas les miens, même si vous savez qu'ici à Veille Stratégique, on est tout à fait d'accord avec cette terminologie, à la fois sur le plan juridique, hein, je vous renvoie au papier de Régis de Castelnau sur ce qui définit en droit un génocide, et donc c'est ce qui se passe à Gaza, et puis aussi en tant qu'historien, puisque nous sommes bien évidemment alignés sur les positions de nos immenses maîtres que sont Amos Goldberg et Omer Bartov, les deux grands spécialistes israéliens ou israélo-américains de la Shoah, et qui, depuis le début de l'année 2024, ont qualifié ce qui se passait à Gaza de génocide. Donc là, c'est un basculement parce que, contrairement à ce que continuaient d'essayer de nous raconter les médias en pondérant les propos des uns et des autres, en essayant d'avoir des argumentaires complètement bidons pour essayer de cacher la réalité, et puis surtout de ne pas employer ce mot comme si c'était un tabou impossible à employer au sujet de ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Bah maintenant, voilà, ce sont des Israéliens eux-mêmes en charge de l'aide humanitaire qui ont employé ce mot pour dire les choses à la face du monde. Alors, ça a changé, semble-t-il, beaucoup de choses, puisque en même temps, simultanément, et dans la continuité de ce qu'a provoqué la déclaration d'Emmanuel Macron la semaine dernière, hein, c'était jeudi dernier en fin de journée, eh bien, le gouvernement britannique, à la fois par le biais du Premier ministre Starmer, mais aussi de son ministre des Affaires étrangères, qui était à l'ONU, comme Jean-Noël Barrot d'ailleurs, ont déclaré que eux aussi avaient l'intention de reconnaître au cours de la prochaine Assemblée générale de l'ONU l'État palestinien, avec pour les Britanniques cette condition de dire voilà, sauf si Israël se met à modifier de manière vraiment alors drastique sa politique, et notamment parce que ça c'est un point, parce que on pourrait dire oui, bah Israël peut arrêter de bombarder la bande de Gaza puisque ça fait partie des conditions, ça c'est quelque part accessible assez facilement. Si Israël arrête bien évidemment de jouer avec l'envoi de l'aide humanitaire, ce qui est là encore tout à fait possible, mais par contre il y a une condition, on est sûr et certain que le gouvernement Netanyahou en l'état n'acceptera jamais, c'est de modifier sa politique en Cisjordanie. Hein, donc on peut dire oui, les Britanniques sont prêts à faire sous condition, et peut-être donc ils vont faire marche arrière parce que les Israéliens modifieraient tel ou tel point concernant Gaza, mais les Britanniques ont inclus un point sur lequel il n'y aura aucune modification substantielle, puisque ce sont les termes employés par les Britanniques. Il faut qu'il y ait une modification substantielle de la politique israélienne. Et en ce qui concerne la Cisjordanie, c'est tout bonnement impossible, puisqu'ils demandent l'arrêt des colonies. Hein, il faut plus qu'il y ait une seule maison, qu'il n'y ait plus rien qui soit construit en Cisjordanie, que tous les chantiers soient mis au point mort, etc. On sait très bien que ça,
Itamar Ben-Gvir et Smotrich ne l'accepteront jamais et que ce sera... Alors, peut-être que Netanyahou, dans un dernier coup de désespoir, pourrait tenter le coup, mais ce serait sa fin politique. Et là, on rentrerait dans une autre dynamique et une autre problématique. Et pour moi, ça me paraît tout à fait illusoire que ça puisse arriver. C'est pour ça que je pense que en septembre prochain, la Grande-Bretagne va reconnaître l'État palestinien. Et on a appris ce matin, hein, c'est arrivé un peu tard hier soir, alors j'ai pas les détails des conditions posées par le gouvernement canadien, mais le gouvernement canadien s'apprête à en faire autant. Ce qui d'ailleurs provoque déjà une crise de colère noire chez Donald Trump qui dit si les Canadiens font ça, il n'y aura pas d'accord commercial avec le Canada. Voilà, donc on est dans un moment où on voit glisser à la fois le narratif qui maintenant, y compris du côté israélien, ne peut plus cacher la réalité sordide à laquelle on fait face, et puis de l'autre côté, d'autres gouvernements d'importance, le Canada, membre du G7, la Grande-Bretagne, membre du G7, membre permanent du Conseil de sécurité, qui commencent à dire la même chose que la France. Alors maintenant, ce qui reste à déterminer, je souligne d'ailleurs que les Britanniques, eux, mettent également des conditions à l'endroit du Hamas pour qu'ils quittent la bande de Gaza, qu'ils rendent les otages et les prisonniers aux Israéliens. Mais on voit bien que la situation est devenue tellement insupportable d'un point de vue de la communication et d'un point de vue médiatique que plus personne ne peut regarder ça et dire oui mais non on va mettre ça de côté, hein, c'est pas possible. Alors donc les Anglais, enfin les Britanniques comme les Canadiens demandent aussi au Hamas de faire sa part, et il y a aussi un autre grand groupe de pays qui demandent au Hamas de faire sa part, et là c'est pas des États occidentaux qui sont identifiés comme alliés d'Israël, c'est les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui disent au Hamas, vous devez baisser les armes, vous devez quitter le pouvoir à Gaza, et c'est la seule solution pour que la reconnaissance soit effective. Voilà. Donc le Hamas est cornérisé lui aussi, hein, parce que là, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que si on veut que les choses changent durablement, bien évidemment, Israël a une part monumentale à jouer, mais le Hamas doit également jouer sa part. Il peut pas simplement dire non, non, mais nous on continue de faire n'importe quoi, on continue d'être le golem incontrôlable et incontrôlé qui a échappé à son créateur israélien, hein, et on va continuer de faire ce qu'on veut dans la bande de Gaza. C'est plus possible. Là, les yeux du monde sont braqués sur les deux bords, les deux extrémités de chaque bord, pour leur dire maintenant ça suffit, on avance, on va vers cette reconnaissance d'un État palestinien, et ça ne peut se faire que dans telle et telle condition. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation politique. Bien évidemment, sur place, la situation humanitaire reste catastrophique, hein. J'entendais encore avant-hier des humanitaires américains ou britanniques qui disaient toutes les difficultés qu'il y a par rapport au nombre de camions qui sont à la frontière de la bande de Gaza, et ceux qui finalement pénètrent, et ceux qui finalement, dont les chargements arrivent dans des conditions absolument chaotiques aux populations civiles. C'est tout à fait insuffisant, ce qui fait que les cas de famine vont continuer malheureusement de provoquer l'augmentation du nombre de morts. On a bien évidemment toujours des frappes israéliennes, ce qui est tout à fait insupportable. Et puis, parallèlement à ça, en Cisjordanie, on a encore assisté à des folies de la part des colons, dans l'impunité, hein, c'est pour ça que je disais en préambule, par rapport à ce qu'exige la Grande-Bretagne, il n'y a quasiment aucune chance qu'Israël s'y plie, et donc la Grande-Bretagne va reconnaître l'État palestinien, parce que on a encore assisté, on a vu ça sur les réseaux Telegram, à des scènes où notamment un colon israélien est avec une pelleteuse ou un bulldozer en train de détruire une oliveraie, je pense, d'un Palestinien qui est là, qui proteste, qui dit mais non, ça c'est à moi, c'est chez moi, et qui se prend une balle. Et le gars a été arrêté par la police israélienne, en 24 heures il a été relâché.
Donc vous imaginez bien que c'est pas dans ces conditions que ce que demande la Grande-Bretagne va être mis en route par le gouvernement israélien. Hein. Et en même temps, ce matin, je découvre que dans un village de Cisjordanie, les colons ont réussi à couper l'adduction d'eau courante, ce qui fait que les gens n'ont plus l'accès à l'eau potable. Voilà, donc tout ça montre bien que les jusqu'au-boutistes du côté israélien, et en particulier en Cisjordanie, continueront d'empêcher un règlement politique du côté israélien. Il reste à savoir si Benjamin Netanyahou a la sincérité suffisante pour se plier aux exigences des pays occidentaux, ce dont nous doutons tous, puisque, comme l'avait dit Jacques Chirac, ce type ne cesse de mentir. Et en même temps, parce que sur le terrain, ceux qui ont voté pour lui et qui sont ses soutiens politiques continuent de faire n'importe quoi en toute impunité, ce qui est absolument insupportable. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, nous, à Veille Stratégique, depuis le début de l'année 2023, nous n'avons eu de cesse de mettre en avant ce qui se passait en Cisjordanie, qui allait engendrer ce qui s'est passé ensuite à Gaza, et qui n'est pas terminé parce que si on a voulu liquider la bande de Gaza, dans l'esprit des kahanistes ou des sionistes révisionnistes, la liquidation de la Cisjordanie est partie intégrante du même plan. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur la situation globale. Bien sûr, le nombre de morts qui est affiché a dépassé les 60 000 morts, mais tout le monde est désormais... Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand ici, avec Stratégique ou d'autres canaux de la résistance ou de la réinformation disaient oui, mais vous savez, c'est un nombre de morts qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'il est beaucoup plus élevé probablement. On nous disait, mais de toute façon, ce que vous avancez, c'est déjà les chiffres du Hamas, alors automatiquement, ils sont faux, etc. Et aujourd'hui, tout le monde, y compris les ONG israéliennes, qui doivent être antisémites, j'imagine, aux yeux de certains, tout le monde nous dit qu'on est bien sûr largement au-dessus de ces 60 000 morts et qu'on est probablement largement au-dessus des 100 000 morts à Gaza. Voilà. Et moi, je pense, je l'ai déjà expliqué ici par rapport au calcul fait il y a un an par le Lancet, en incluant, parce que là on parle des gens qui ont été tués par les conséquences ou au cours des combats. Moi, je suis sur la même lignée puisque je connais bien ce que c'est que la guerre en milieu urbain. J'en ai écrit un hors-série pour les éditions Caractère. Derrière, il y a tous les civils qui meurent à cause de l'impact des combats sur leur vie, à commencer par les patients des différents hôpitaux de Gaza, qui faute de médicaments adaptés, faute d'eau courante, etc., tous ces gens qui étaient dans des traitements sur des maladies très graves, le cancer, etc., les bébés prématurés et compagnie, tous ces morts-là n'ont pas été tués par les combats, ils ont été tués à cause de la guerre à Gaza. Et donc ils sont à ajouter à la liste déjà terrifiante du nombre de morts. Et ça veut dire que par rapport à ce que disait le Lancet il y a un an, on est probablement au-dessus des 200 000 morts. Il y a certaines études américaines qui évoquent le chiffre de 300 000 morts. Et ce qui est intéressant donc aujourd'hui, c'est de voir que là, il y a plus grand monde pour nous dire que tout ça, ce serait des foutaises inventées par le Hamas. Voilà, c'est très important aussi de le noter. Alors, avant de passer à la situation donc en Ukraine, comme d'habitude, donc un grand merci à vous tous pour votre fidélité, pour les partages de la dernière vidéo, pour les partages de nos publications sur les autres supports de communication, donc notre blog, la page Facebook, mon compte X sur Telegram, Tercios del Sol, pour vous permettre d'accéder au jour le jour à de l'information supplémentaire entre les bulletins. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner sur notre Patreon pour avoir accès à du contenu encore plus important, puisque là il s'agit d'articles que nous traduisons quasiment donc tous les jours. Des fois on en produit nous-mêmes quand on en a la possibilité sur tout un tas d'autres questions que les fronts qu'on aborde d'habitude dans les bulletins. Là je vous recommande le dernier papier qu'on a traduit hier matin sur le système de chars téléopérés sans équipage Sturm, qui semble-t-il donc est en train de vivre ses premières heures de test au combat en Ukraine. Ça vaut le détour, c'est-à-dire que les Russes ont modifié un T-72 pour le rendre pilotable sans équipage à l'intérieur.
et de l'engager au combat, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, vous voyez, on essaye de vous apporter quand même des infos supplémentaires et intéressantes. On a eu notre conférence avant-hier pour les abonnés, et comme d'habitude, c'est un moment d'échange assez convivial. Donc, ça fait partie aussi des avantages que vous avez quand vous vous abonnez sur Patreon. Et puis un grand merci à ceux qui font des dons ponctuels sur PayPal pour continuer de nous permettre de faire une petite trésorerie pour faire des interviews de personnalités à partir de la rentrée de septembre en nous déplaçant avec une équipe de tournage. Voilà. Alors, dernier point comme d'habitude, hein, le petit coup de publicité pour les copains. Donc la revue géopolitique profonde de cet été est disponible depuis maintenant 15 jours, hein, avec mon papier sur le bilan de l'offensive d'hiver russe en 2025, et puis toujours, et cette fois-ci coup de pub perso, le bouquin, mon dernier bébé, La débâcle du Second Empire, qui est toujours très bien classé en termes de vente. Donc dépêchez-vous d'en acquérir un exemplaire avant qu'il ne soit épuisé et qu'on soit obligé de le réimprimer. Alors maintenant, on va passer au théâtre de la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, comme d'habitude, eh bien, on va commencer par la politique. Alors même si vous m'avez entendu pour nombre d'entre vous chez Idriss mardi soir, on en a déjà un petit peu parlé, Trump nous a sorti encore un nouveau changement de délai par rapport à l'espèce d'ultimatum qu'il avait donné il y a 15 jours aux Russes, à savoir qu'ils avaient 50 jours pour trouver un terrain d'entente avec les Ukrainiens et signer une paix. Là, il a dit qu'il était tellement énervé, tellement déçu par Vladimir Poutine qu'il ne lui donnait plus que 10 à 12 jours. Voilà, et là, sinon, j'insiste tout de suite sur le sinon, il allait appliquer des droits de douane prohibitifs aux pays clients, aux principaux clients de la Russie, donc les plus importants pays des BRICS, hein, les BRICS historiques, l'Inde, le Brésil, etc. Et bien évidemment, alors les Russes ont fait... Quoi? Qui me parle? Bon, notamment par la voix de Medvedev, qui a dit Monsieur le Président, revenez sur Terre, on n'est ni Israël, ni l'Iran, ni nous sommes la Russie, et personne ne nous pose d'ultimatum, et surtout pas dans ces termes-là, avec ce côté désinvolte, vous me cassez les pieds, faut rentrer dans le rang maintenant, hein, donc Medvedev a rappelé ça avec sa verve habituelle, et puis surtout, on a assisté dans la foulée aux réactions à la fois, bien sûr, des Chinois qu'on dit, mais ouais, à d'autres, hein, puisque l'histoire des tarifs, les Chinois en ont déjà suffisamment parlé, enfin des droits de douane, les Chinois en ont suffisamment déjà entendu parler de manière directe avec Washington. Et puis, un peu plus tard, on a eu la réaction de Lula, donc le président du Brésil, qui est venu dire, mais mon cher Donald Trump, on n'est plus à l'époque des années 60, où les Américains faisaient la pluie et le beau temps à Brasilia pour changer les gouvernements avec l'armée. On est un État souverain, développé, puissant, et on n'en a rien à faire de votre histoire. Voilà, rien à faire. Hein, aujourd'hui, on est capable de passer outre vos menaces, de passer outre vos histoires de droits de douane. On a une économie qui est assez développée et variée pour ne plus avoir peur de ce genre de comportement et de menaces de la part des États-Unis. Donc, en gros, bah, ça a fait un flop complet hein, vis-à-vis des gens qui étaient concernés et qui disent aussi à travers leur silence, qui disent aussi en gros, on n'est pas Israël, on n'est pas l'Iran, virgule, on peut ajouter depuis le début de la semaine, on n'est pas non plus l'Union européenne. Hein, voilà, nous on n'est pas des gens qui se couchent ou qui s'agenouillent devant vous, on est des pays souverains et debout, et donc on peut vous faire face et vous dire non, ça c'est pas possible, Monsieur Trump. Voilà, donc sur le plan politique, alors on va voir quand on va arriver au bout de ces 10 jours à la fin de la semaine prochaine, si j'ai bien calculé. On va voir ce qu'on va voir. Est-ce que Donald Trump va faire quelque chose? Alors pour moi, je pense qu'il va rien faire du tout parce qu'il a aucun moyen sous la main. Sinon, ce dont on parlait avec Idriss, mais là c'est par rapport à l'Ukraine, c'est pas par rapport à la Russie, c'est un changement de gouvernement à Kiev avec l'arrivée de Zaloujny dans les fourgons du MI6 pour remplacer
le clown, parce que la situation devient de plus en plus impossible à tenir pour Zelensky, entre ces histoires de loi contre les groupes indépendants chargés de lutter contre la corruption, les ruades dans les travées de la Rada de Madame Tymoshenko pour dire bah voilà, il n'y a pas un patriote ukrainien qui peut accepter ce genre de choses, il faudrait peut-être qu'on change. Le clown vit ces derniers jours, d'autant que sur le terrain, la situation, on va le voir, continue d'empirer, qu'on a encore eu cette nuit des frappes russes sur la profondeur du territoire ukrainien. Donc la seule chose qui peut vraiment modifier la position de l'Ukraine et de sa diplomatie à l'égard de Moscou, c'est l'arrivée de Zaloujny. Alors par contre, est-ce que ça va aller dans le bon sens? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer. Est-ce que Zaloujny va être là pour téléguider une négociation qui soit, qui rentre dans les conditions posées par Moscou? On peut en douter. Alors est-ce que du coup, les partisans de Madame Tymoshenko finiront par mettre en œuvre leur programme de prise de pouvoir à leur tour? Quels sont leurs soutiens? C'est très difficile à déterminer, mais en tout cas, la situation politique intérieure de l'Ukraine risque de poser de plus en plus de problèmes, comme on n'a pas cessé de je vais pas dire de le prophétiser, mais de le prévoir, hein, puisque pour nous, on sait que ça peut se terminer sur le front dans un scénario type sud-vietnamien il y a 50 ans, et au niveau politique, dans un scénario à Kiev qui ressemblera à celui de Berlin entre novembre 1918 et janvier-février 1919. Voilà. Donc à surveiller comme le lait sur le feu. Mais les histoires de Donald Trump à l'égard de la Russie, des menaces sur les clients de la Russie, etc., ça a fait déjà flop, c'est déjà acté avant même que ça ait eu lieu. Alors, avant de parler du front lui-même, on a vu également Zelensky, pour encore une fois enterrer sa popularité, décider de passer le cap des 60 ans pour le recrutement des hommes à envoyer au front. Donc tous ceux qui nous disent que l'Ukraine n'a perdu, comme Zelensky d'ailleurs lui-même, que 200 000 hommes maximum. Enfin, Zelensky parle pas de 200 000 hommes, hein, mais il y a certains canaux encore ici qui nous font des pirouettes magiques pour nous dire non, au total, avec les blessés, il y a eu 500 000 morts blessés, tués, disparus en Ukraine, et les Russes, eux, en ont perdu 2 fois plus, alors que tout ce que les médias indépendants russes sponsorisés par la BBC sont arrivés aujourd'hui à une estimation de 165 000 morts au plus grand, qui n'inclut pas les sociétés militaires privées, ce qui fait que si on est dans l'idée, ce qui a été avancé sur Bakhmout, c'est que Wagner, au total, a perdu 40 000 hommes, on serait à peine à 200 000 hommes perdus par la Russie, les séparatistes quand ils étaient encore comptés comme tels, et Wagner. Voilà, alors quand il y a des gens qui vous disent qu'il y a eu 1 million de pertes côté russe, bref, tout ça est complètement, c'est de la fantaisie pure. Et en plus, donc en vous disant que côté ukrainien ça va, tout va bien, bah non, puisqu'on est obligé d'aller chercher. Hein, je rappelle. On estime, nous, ici, à Veille Stratégique, qu'on a atteint le seuil des 700 000 morts et des 450, peut-être 500 000 blessés. Hein, il y a plus d'1,1 million, 1 million 100 000 pertes au global, et que c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher des gens qui ont plus de 60 ans pour combler les rangs, parce que c'est pas possible autrement, et qu'on n'a pas envie. Là, ça reste, on va dire, la cohérence du gouvernement ukrainien, c'est de ne pas aller faire du recrutement obligatoire pour la tranche 18-24 ans, si ma mémoire est bonne, puisque c'était abaissé de 25 à 24 ans la dernière fois, pour préserver ce qui reste pour le moment de la jeunesse ukrainienne. Mais ça ne veut pas dire que demain, parce que dans cette tranche d'âge-là, par contre, on les a appelés au volontariat en leur proposant en échange des conditions, notamment d'accès aux études supérieures, après un certain nombre de mois ou d'années passées sur le terrain, à condition bien sûr qu'ils survivent. Donc cette nouvelle loi d'étendre la mobilisation plus de 60 ans, c'est bien sûr quelque chose qui va être très impopulaire. Que vont faire des hommes de 60 ans dans cette guerre de haute intensité? On s'interroge, hein, parce que si c'était encore pour faire des régiments de territoriaux comme l'armée française en 1914, pour réparer les voies de communication, pour ce genre de choses, avec des gens qui sont loin du front, ça peut se tenir. Mais déjà, être à 60 ans dehors,
à manier la pelle et la pioche, c'est pas accessible à tout le monde, hein. On n'est pas tous en très bonne condition physique à cet âge-là. Et d'ailleurs dans l'armée française en 1914, ça s'arrêtait à 59 ans, si ma mémoire est bonne, les territoriaux au plus haut. Faudrait que je revérifie. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de la vidéo. Mais là, on voit bien que c'est les fonds de tiroir. C'est les fonds de tiroir. C'est le Volkssturm allemand de 1944-45. Alors pour le moment, plutôt dans la partie âgée que dans la partie très jeune. Mais voilà la dynamique dans laquelle se trouve l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc c'est complètement impossible de soutenir un effort de guerre face à une armée qui, comme je le rappelais chez Idriss mardi soir, aligne environ 700 000 hommes sur le front ukrainien. Alors bien évidemment, ils sont pas tous en première ligne, hein. On peut compter qu'il doit y avoir 200 000 combattants de première ligne, et que le reste, c'est les artilleurs, la logistique, etc., tous les services, le service de santé, les transmissions et tout ça qui mobilise tout le reste, hein. Mais voilà, quand on voit les conditions de combat à plus de 60 ans, c'est pas possible, hein. Donc là, l'Ukraine continue d'aller dans le mur au niveau démographique, et ça va pas du tout être populaire, hein. Et là, on va voir, je pense, encore plus de résistance à cette nouvelle vague de mobilisation des personnes les plus âgées. Alors maintenant, on va parler du front et de son évolution depuis la journée de lundi. Donc on va parler de 3 secteurs. Alors je les ai découpés en 2 parties parce que Toretsk et Pokrovsk sont côte à côte. Et puis aussi on va parler de Kupiansk, puisque la situation évolue aussi dans le secteur de Kupiansk. Je rappelle que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de combat ailleurs, mais que pour nous, les combats dont on vous parle, ce sont toujours les combats les plus significatifs sur l'évolution générale de la situation. Je rappelle que les combats qui ont lieu dans le secteur de Toretsk, Pokrovsk correspondent au Schwerpunkt, au point d'effort principal de l'armée russe. Ceux dans le secteur de Kupiansk sont dans le secteur, dans un des 2 secteurs secondaires qu'on a identifiés, où se déroulent donc des efforts un peu moins importants, avec la particularité pour Kupiansk, c'est que les combats qui se jouent là-bas influencent à la fois ceux qui se jouent le long de la frontière entre Soumy et Kharkov, et également ceux qui se déroulent plus au sud dans le reste du Donbass. Voilà. Alors on va passer tout de suite à la carte de Kupiansk. Donc aujourd'hui, on peut dire, suite aux combats encore qui se sont déroulés hier, que les Russes ont bien donc repénétré, hein, vous le voyez dans la zone de Moskovka et Sobolivka, qui était dans la zone grise sur la carte qu'on vous montrait encore lundi. Que donc l'enveloppement par l'ouest de la ville de Kupiansk se poursuit, et puis l'autre information, hein, ce qui est encerclé dans cette espèce de banane en blanc, c'est que les Russes donc ont avancé dans les quartiers nord et nord-ouest de Kupiansk, hein, donc ils ont pénétré dans la ville elle-même. Et ils se rapprochent du centre-ville, donc je pense qu'ils font ça, ces attaques-là sont là pour fixer la majorité des défenseurs ukrainiens, tandis que la flèche que vous voyez en blanc à l'ouest de Kupiansk, elle, c'est l'attaque qui va permettre de couper les 2 voies de communication qu'on a remis en avant en vert fluo sur la carte, hein, les 2 routes d'accès qui permettent de ravitailler Kupiansk et la poche ukrainienne qui se trouve donc à l'est de Kupiansk, à l'est de l'Oskol. Donc voilà, la situation devient de plus en plus compliquée pour les défenseurs. On n'a pas d'informations sur le fait que les Ukrainiens seraient en train de replier tout ou partie des éléments qui sont sur la rive orientale, mais il serait grand temps que ce mouvement rétrograde s'opère, parce que à tout moment maintenant, la coupure logistique peut être peut être effective, hein. Et donc là, pour rouvrir des voies de communication par-dessus une coupure humide comme l'Oskol, bon, ça va encore être un véritable chaos. Donc vaudrait mieux effectivement tenir la ville le plus longtemps possible, et qu'on constate un mouvement de repli des troupes qui sont encore sur la rive orientale. Et donc, selon South Front, l'ensemble des combats dans ce secteur ont abouti à la perte, donc tués
blessés, disparus, prisonniers, de 190 soldats ukrainiens, un char, un véhicule blindé, 2 véhicules à moteur, une pièce d'artillerie, une station de guerre électronique et 3 dépôts de munitions. Alors il faudrait aussi être certain que les dépôts de munitions qui ont été constatés comme étant détruits l'ont été du fait de l'action des Russes, ou est-ce que ce ne sont pas des dépôts de munitions qui se situeraient sur la rive orientale de l'Oskol, hein, des dépôts intermédiaires que les Ukrainiens seraient en train de dynamiter avant de se replier, parce que c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Donc maintenant, on va descendre dans le secteur du Schwerpunkt russe, hein, donc Konstantinivka, Toretsk, jusqu'à ensuite Pokrovsk. Alors la première nouvelle, avant de rentrer dans le détail de la carte, c'est que le ministère de la Défense russe annonce avoir entièrement pris le contrôle jusqu'au dernier petit pâté de maison, jusqu'au dernier petit immeuble de Chassov Yar. On vous avait dit depuis plusieurs semaines que quasiment il restait même pas 1% de la ville sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Eh bien, selon le ministère de la Défense russe, ce matin, ils annoncent que l'ensemble de la ville de Chassov Yar est tombé après une résistance absolument héroïque des défenseurs ukrainiens. Hein. Il faudra revenir, je l'espère, avant la fin de ma vie, sur cette bataille comme sur tant d'autres de la guerre en Ukraine, pour venir mettre en avant ce qui s'est passé à Chassov Yar, parce qu'on est dans un niveau de combat en milieu urbain. Alors c'est pas Bakhmut, hein, par rapport aux moyens investis de part et d'autre pour tenir ou pour conquérir cette ville, mais néanmoins on a assisté à des combats absolument fous en termes de guerre urbaine dans la ville de Chassov Yar et qui ont duré extrêmement longtemps. Je vous renvoie d'ailleurs aux reportages qui ont été faits notamment donc par Charles d'Anjou et Régis Le Sommier pour Omerta là-bas. On en reparlera de cette ville par rapport aux combats qui se sont déroulés et qui, selon donc le ministère de la Défense russe, se sont terminés au cours de la nuit par la victoire définitive. Alors, peut-être pas définitive, mais en tout cas, pour le moment, la victoire et le contrôle total de la ville par les Russes. Alors, dans le secteur, donc, il y avait encore donc des combats hier autour de Chassov Yar, hein, dans l'encadré en rouge. Vous aviez donc toujours à l'ouest de Toretsk, dans l'encadré en jaune, des combats dans la fameuse poche que les Russes ont réussi à créer entre les réservoirs et puis Toretsk, où il reste donc un couloir, hein, je l'ai déjà expliqué, d'à peine 2 km pour les Ukrainiens pour quitter cette zone sous les feux surplombants des forces russes. Donc on a toujours des combats dans le village de Katerinivka et puis au nord de Cherbinovka. Pour le moment, il semble pas que les Russes mettent un coup d'accélérateur dans dans ce secteur-là pour remporter la décision. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les Ukrainiens continuent de manière, pour nous, observateurs extérieurs, complètement folle, de s'accrocher à ces positions plutôt que de se replier sur des positions plus intéressantes? Je rappelle que ces gens-là, hein, c'est la seule flèche rouge qu'on a tracée, nous, de manière supplémentaire au sud de Chassov Yar. Ces gens-là pourraient même se retrouver encerclés 2 fois par rapport à la progression des Russes sur le flanc est de ce saillant. Faut pas non plus l'oublier. Ils sont déjà dans un encerclement opérationnel sur le secteur lui-même, mais ils pourraient aussi se retrouver coupés de Konstantinivka si la pointe de la flèche russe continue d'avancer vers Konstantinivka. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Et puis dernière zone, le secteur donc qui correspond au nord de cette avancée que les Russes ont créée depuis la mi-avril entre Konstantinivka et Pokrovsk. Là, on a toujours des combats, donc près de Poltavka et près de Roussin Yar, parce que les Ukrainiens ont bien compris que si les Russes prenaient ces localités-là et débouchaient vers le nord, c'est pareil, il n'y a plus grand-chose pour les empêcher de faire un mouvement d'enveloppement par l'ouest de Konstantinivka. Voilà. Donc dans ce secteur-là, alors c'est tout le secteur, hein, Konstantinivka jusqu'à Komar, hein, donc en passant par Pokrovsk, les pertes enregistrées pour la journée d'hier de l'armée ukrainienne selon les Russes, ce serait 410 soldats, 2 véhicules blindés, 5 véhicules motorisés,
un lance-roquettes multiple Vampire d'origine tchèque, si ma mémoire est bonne. Corrigez-moi si c'est slovaque, mais je pense que c'est tchèque. Et 3 pièces d'artillerie. Donc on voit avec ces statistiques-là que l'attrition des derniers moyens d'artillerie de l'armée ukrainienne ne s'arrête toujours pas. Et que là, rien qu'entre ce secteur-là et celui de Kupiansk, vous avez déjà l'équivalent d'une batterie d'artillerie hier qui a été liquidée par l'armée russe. Voilà, donc et on comprend qu'à la fin, il ne leur reste plus que les drones pour faire de l'appui-feu. On a même vu sur les réseaux hier Telegram des gars faire, c'est même plus de l'appui-feu, c'est des attaques directes avec les drones sur des positions d'infanterie, presque, je dirais, pas en tir tendu, puisqu'un drone, c'est pas comme un obus d'artillerie, mais pour un usage qui est complètement fou par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'habitude. On opère ce genre d'action avec un mortier hein, ou un obusier, mais pas avec un drone. Donc on voit que le manque de munitions et de tubes devient de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens et donc comme d'habitude hein, l'attrition se poursuit en faveur des visées stratégiques et opératives de la Russie. Alors maintenant on va passer au secteur de Pokrovsk, mais on va faire un petit retour en arrière, hein. Vous voyez j'ai encadré ça en haut, on va parler de Pokrovsk bien sûr pour la journée d'hier, mais je voulais aussi qu'on en parle pour la journée de mardi, puisqu'on a assisté à de nouveaux développements de l'encerclement, et c'est le titre de notre vidéo. Est-ce que Pokrovsk va bientôt être encerclé? On voit qu'aujourd'hui, donc la carte qui est là, hein, c'est comme si on se plaçait immédiatement à gauche de la carte précédente. On voit les forces russes qui maintenant donc attaquent plein ouest en direction donc d'un village qui est stratégique, hein, qu'on a encadré en orange, qui est Rodinskoye, parce que ce village, c'est la clé de la défense nord de Pokrovsk, Mirnograd. Et aujourd'hui, les Russes sont à, je crois, c'est 3,2 km ou 3,7 km. Enfin, il y a moins de 4 km entre leur première ligne et Rodinskoye. Alors, autant vous dire que, bien évidemment, la route qui passe par Rodinskoye est sous les feux de tous les moyens d'appui de l'infanterie mécanisée russe. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. Donc, on le voit sans arrêt, hein, les drones, notamment à fibre optique, qui se posent dans un champ puis qui attendent que passent les camions et qui au moment où ils passent viennent les attaquer pour alors que ce soit la relève des troupes, que ce soit la logistique, etc. Donc déjà l'acheminement sur cette ligne de vie est chaotique, mais les forces russes sont maintenant à un jet de pierre de cette localité, et si elle tombe, il ne restera plus hein, que la route qui part depuis Pokrovsk vers l'ouest hein, pour pouvoir ravitailler la ville, et cette route-là, elle est encore plus près des premières lignes russes qui attaquent Pokrovsk depuis le sud. Donc la situation, l'encerclement de Pokrovsk se poursuit, il n'est pas terminé, mais il risque d'advenir dans les jours qui viennent. Hein, la progression russe qui se fait par à-coups, on va dire tous les 2 jours, tous les 3 jours dans ce secteur, tout en continuant, bien évidemment, vous le voyez au sud de Pokrovsk, on va y revenir ensuite sur la carte d'hier, les Russes mettant de plus en plus la pression au sud de la ville, les Ukrainiens ayant de moins en moins d'hommes et de moyens dans le secteur pour stopper l'avancée des Russes, ça va devenir de plus en plus compliqué à éviter cet encerclement. Alors il y a eu une petite contre-attaque locale qu'on a symbolisée par la flèche bleue à l'est de Mirnograd, qui a permis aux Ukrainiens de reprendre une partie du terrain conquis, mais pour combien de temps encore hein? Puis c'est reconquérir, ils ont reconquis quelque chose sur une profondeur de même pas 200 mètres, donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors c'est important parce que c'est une route qui permet aux Russes, hein, vous le voyez, de passer du nord au sud du saillant qu'ils ont créé de manière plus intéressante. Mais voilà, ça va pas pouvoir modifier le cours des opérations dans leur ensemble. Donc la situation est de plus en plus complexe, d'autant que les Russes utilisent, pour contraindre les Ukrainiens à faire un usage à profusion des drones qui leur restent, utilisent, semble-t-il, une nouvelle tactique depuis le début de l'assaut sur Pokrovsk même la semaine dernière, c'est qu'ils envoient des chars tortues en nombre
pour attirer les drones ukrainiens, en sachant que les chars Tortues vont résister, hein, on l'a expliqué avec ce fameux char qui a encaissé 60 drones, plus de 60 drones, et qui n'a été finalement neutralisé que parce qu'il avait roulé sur une mine qui a détonné et qu'il l'a immobilisé, mais pas parce que les drones l'ont détruit. Ils envoient ça, donc les Ukrainiens sortent tous les drones possibles pour arrêter les chars Tortues, et pendant ce temps-là, ils infiltrent des groupes de combat d'infanterie sur des motos. Ce qui fait que les Ukrainiens, c'est un choix cornélien. C'est est-ce que j'envoie mes drones sur un char Tortue qui, s'il passe à travers les lignes, va pouvoir créer un chaos absolu avec son canon et ses mitrailleuses, enfin surtout son canon, ou est-ce que j'arrête les fantassins qui sont motorisés? Mais dans un cas comme dans l'autre, à la fin, je suis perdant. Parce que j'ai pas assez de drones pour arrêter tout le monde. D'autant que si je veux arrêter un char, il faut pas un drone, il en faut des dizaines. Donc là, les Russes ont développé une tactique d'assaut qui met les Ukrainiens dans une situation qui est impossible à gérer. C'est pas possible. Et puis parce qu'on sait bien évidemment que là, par rapport aux carapaces qui sont sur les chars Tortues, c'est pas la peine d'essayer de gaspiller des missiles anti-chars, parce qu'il y a quasiment plus aucune chance qu'ils puissent aboutir à la destruction ou à la neutralisation, ou quoique peut-être la neutralisation s'ils arrivent à casser une chenille ou ce genre de choses, mais en ce qui concerne la destruction du char, c'est quasiment impossible maintenant, hein, puisque par rapport au système de plaques de blindage réactives et compagnie, plus ce qu'il y a sur le toit de la tourelle, il y a quasiment plus rien qui passe. Donc aujourd'hui, les Russes ont en plus inventé de nouveau une tactique, je ne vais pas dire qu'elle est décisive, mais qui est très très intelligente et qui met les Ukrainiens dans une situation qui est ingérable, où à la fin, ils ne sont que dans une situation où ils vont perdre. Alors ils vont pouvoir utiliser leurs drones, ils vont peut-être arrêter des chars, ils vont peut-être les contraindre à stopper leur mouvement, peut-être vont-ils en endommager certains en tapant le moteur, les chenilles, et puis en réussissant donc à les immobiliser, mais pendant ce temps-là, ils vont se prendre des dizaines de types à moto qui profiteront que les drones sont occupés sur les chars pour s'infiltrer vers Pokrovsk, enfin dans Pokrovsk de plus en plus en profondeur. Donc ça c'est tout à fait remarquable de la part des Russes, et ils n'emploient pas ça que aux abords immédiats de l'agglomération de Pokrovsk, mais dans toute la zone, semble-t-il, donc depuis le début de cette semaine. Alors pour en terminer avec Pokrovsk, là on passe à la carte d'hier, hein, donc avec les combats qui se déroulent donc au sud de la ville. Pour le moment, il n'y a pas eu de progression significative de troupes, je dirais, régulière d'infanterie mécanisée, puisqu'on nous parle de ces gens à moto qui s'infiltrent. On peut pas, là c'est beaucoup plus compliqué de dire, bon bah il y en a 10 qui sont arrivés dans tel immeuble, 10 dans tel autre, etc., etc. On ne sait toujours pas ce qui est advenu de ceux qui se sont infiltrés la semaine dernière, parce que les Ukrainiens ne nous ont toujours pas fourni sur les canaux open source des images nous prouvant qu'ils ont été détruits. Donc ils sont peut-être toujours à l'intérieur de Pokrovsk et ils attendent leur heure, ou peut-être sont-ils déjà à l'œuvre en train de créer du harcèlement permanent sur les soldats ukrainiens qui montent et qui descendent du front à l'intérieur de la ville. C'est toujours envisageable, hein. Je rappelle que ce sont les méthodes enseignées par l'armée soviétique à l'armée nord-vietnamienne à la fin de la guerre du Vietnam, et qu'elles ont fait leurs preuves pendant la guerre du Vietnam, hein, on en a déjà parlé. Et donc parallèlement à ça, donc vous avez les combats en périphérie, donc près de Leontovichi et près du village donc de Shunichine. Et puis donc au sud de Pokrovsk même, avec comme cible, semble-t-il, ce qu'on a expliqué encore avec Idriss mardi soir, la zone qu'on a mise en pointillé bleu, qui est la zone où se trouve le secteur des grands immeubles de hauteur de la ville, et qui, si elle tombe, va offrir rapidement aux Russes des moyens d'observation sur l'ensemble de l'agglomération de Pokrovsk vers le nord. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de forts combats dans ce secteur. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens lancent des contre-attaques locales, et c'est là que va se jouer, à mon avis, les combats les combats les plus importants, qui seront déterminants pour au moins la conquête de l'ensemble du secteur sud de la ville. Voilà. Après, à voir par rapport à ce dont on vient de parler sur l'encerclement par le nord qui pourrait précipiter, mais on voit bien que les deux mâchoires de la pince russe se referment, l'un
dans Pokrovsk eux-mêmes, qui va contraindre et qui contraint déjà les Ukrainiens à densifier leur défense, et donc automatiquement, faute d'avoir suffisamment d'hommes et de moyens de soutien, de dégarnir ailleurs sur le front. Alors ailleurs peut-être que sur le secteur immédiat de Pokrovsk, mais aussi dans l'intérieur des forces qui sont mises à disposition pour défendre Pokrovsk-Mirnograd, eh bien ils sont peut-être obligés d'en enlever dans la zone nord, et du coup ça permet aux Russes d'avancer. Bref, les Ukrainiens sont dans un piège et je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Et pour moi, l'encerclement de cette ville n'est plus qu'une question de jours. Voilà, l'encerclement opérationnel, hein, comme d'habitude, les Russes laisseront un corridor d'1 kilomètre à peine pour que les Ukrainiens puissent s'en aller s'ils n'ont pas envie de se rendre. Et puis, c'est tout. Mais ça ne peut plus évoluer dans le bon sens parce que là, les Ukrainiens n'ont aucun moyen objectif, hein, à moins qu'il y ait des troupes enterrées, cachées quelque part, pour lancer une contre-attaque suffisante pour desserrer l'étau autour de la ville. Voilà. Donc maintenant, ce n'est plus qu'une question de jours, peut-être de semaines, pour que cet encerclement soit terminé. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation à la fois au Proche-Orient et à la fois en Ukraine. On vous souhaite par avance donc un très bon week-end, un très bon premier week-end du mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien continuez d'en profiter. N'oubliez pas de boire frais, mais avec modération, et puis de nous suivre donc sur nos différents canaux. Hein. Ceux qui sont abonnés sur Patreon, vous le savez, on fait des publications, traductions d'articles tous les jours, sauf le dimanche. Et puis nous, on se retrouve dès lundi pour le bulletin numéro 134. Bon week-end!